Le théâtre de l'angoisse. Nous sommes dans les années folles. La Grande Guerre laisse encore ses traces, et Paris essaie de s'étourdir pour oublier cette boucherie. L'heure est au plaisir, aux fêtes, au spectacle. Dans un somptueux hôtel particulier, un banquier mondialement connu reçoit un maître bâtisseur dont il apprécie tout autant les audaces que le savoir-faire. Mon cher Sarkoulis, j'ai l'intention de construire un théâtre qui soit un des modèles du genre. J'ai pensé à vous pour en dessiner les plans. Votre prix sera le mien. L'architecte Sarkoulis se sent flatté par les attentions du baron de R. Le nom seul de cet homme aussi riche que généreux signifie million. En francs or. Nous sommes en 1926 et le théâtre ne sera vraiment terminé que 3 ans plus tard. La pose de la première pierre donne lieu à une petite cérémonie présidée par le baron. On fait un discours où l'on prie les muses d'être de bonnes marraines. Puisse Euterpe, la muse de la musique, nous en inspirer de la bonne. Que Thalie, la comédie, inspire nos auteurs les plus doués, sans oublier Melpomène, la tragédie, et sa sœur, Terpsichore, aujourd'hui représentée par les plus belles danseuses de Paris, Erato et Polymnie, Calliope, muse de l'éloquence. Lors du spectacle inaugural, l'assistance choisie ne peut que se répandre en commentaires admiratifs. Quelle machinerie! C'est merveilleux! C'est magique! Et les éclairages, je n'ai jamais rien vu d'aussi subtil, même à New York. Une dame à collet de velours pose une question. Et qui avait-il avant sur cet emplacement? Le poète Scribe a vécu ici. Il a écrit plus de 400 pièces. C'est de bon augure pour un nouveau théâtre. Avant lui, jusqu'à la Révolution, le terrain avait abrité les maîtresses d'un bon nombre de gentilshommes et d'évêques. Des évêques? Quelle époque! Ces petites personnes étaient toutes danseuses ou comédiennes. Cela aussi est de bon augure pour un théâtre. Eh bien alors, longue vie et succès au théâtre Pigalle. Et les coupes remplies de champagne de s'entrechoquer. Personne ne se doute que l'on trinque sur un volcan ou sur quelque chose d'aussi maléfique. La pièce qui a inauguré le théâtre ne remporte pas le succès escompté, pas plus que celle qui suit d'ailleurs. La compagnie de Gaston Batty loge un moment au théâtre Pigalle, puis elle part ailleurs. Pourquoi? On dit que ce théâtre porte la poisse aux auteurs qui veulent s'y installer. Le baron est du genre opiniâtre, il a les moyens, il est décidé à tout faire pour que son théâtre remporte du succès. Mais rien n'y fait, ni la publicité, ni la renommée des comédiens. Le public boude. On organise une conférence entre les administrateurs. La raison de notre échec est que ce théâtre est trop intellectuel. Cela ne va pas pour le quartier. Ce qu'il nous faut ici, c'est un spectacle vraiment populaire. D'abord, il ne faut plus monter de pièces trop sérieuses, la guerre est encore proche, le public veut rire. Spécialisons le théâtre Pigalle dans le genre comique. Faire un four avec une tragédie est bien triste. Mais avec une comédie, là, c'est plus que vexant. Le public parisien boude les comédies hilarantes et bien parisiennes du théâtre Pigalle. Nouvelle réunion au sommet. Mais bien sûr, la comédie ce n'est pas assez. Nous allons nous spécialiser dans l'opérette, dans la comédie musicale. Il nous faut des airs entraînants, des chanteuses pulpeuses. Rien n'y fait. Les chanteuses pulpeuses regagnent tristement leur loge pour apprendre la mauvaise nouvelle de la bouche du directeur. Mes enfants, ça ne marche pas. Dans une semaine, on arrête. Nouvelle réunion d'urgence. Nouvelle proposition. Ce qui va attirer le public,
Ce sont des nouveautés techniques, des spectacles jamais vus. Oui, parfaitement. Tenez, je suis certain que si nous faisons des spectacles de lumière noire, les gens vont assaillir la boîte à sel. Effectivement, tout est mis en œuvre pour attirer les foules. Mais rien n'y fait. Une sorte de malédiction semble barrer la porte du théâtre. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour les faire venir ? On ne peut pas dire qu'on n'a pas tout essayé, le plateau tournant et montant. Vous en connaissez un autre à Paris ? Je vous demande un peu. Et le changement de décor à vue. Vous voyez un autre théâtre capable de vous en mettre autant sous le nez ? C'est vraiment donner de la confiture à des cochons. Bon, essayons encore une fois quelque chose de nouveau. La nouveauté choisie devrait être le clou de la saison théâtrale de l'année 1931. Les affiches fleurissent sur les murs de Paris. Nouveau spectacle au théâtre Pigalle, la saison japonaise. Le bouche à oreille parle d'un enchantement qui transportera les spectateurs au pays du soleil levant. Des indiscrétions savamment orchestrées courent dans Paris. Berthaumieux a pu jeter un coup d'œil sur les maquettes des décors. Ce sera absolument féerique. Et les costumes, des couleurs inouïes. Les danseuses ont un maître de ballet qui arrive directement de Nagasaki. La salle sera entièrement décorée de bouquets de chrysanthèmes. Des chrysanthèmes ? Quelle drôle d'idée ! Ça va faire terriblement Père-Lachaise. Vous croyez ? Mais comment faire autrement ? Le chrysanthème est la fleur nationale du Japon. Mais chrysanthème ou pas, kimono ou pas, les danses japonaises et les gracieux mouvements d'éventail n'attirent pas le public, un échec de plus. Quelle peut être la raison de cette guigne perpétuelle ? Certains savants sont attentifs à une théorie scientifique. Selon eux, la présence d'une eau souterraine sous un immeuble est susceptible d'influer sur le destin des habitants. Les radiesthésistes, habiles à détecter la présence des puits dans les lieux les plus arides, sont du même avis. De toute manière, les eaux souterraines ne sont jamais neutres. Elles charrient souvent les radiations nocives du sol. Certaines eaux sont radioactives et émettent alors des radiations verticales. Leur action est assez semblable à celle du radium. Et les habitants se trouvent alors logés dans des maisons à cancer. Il ne reste plus qu'à déménager au plus tôt pour retrouver leur santé et leur joie de vivre. Les pièces de théâtre peuvent-elles être cancéreuses ? En tout cas, en 1956, 30 ans après la pose de la première pierre, le théâtre Pigalle est livré à la pioche des démolisseurs. Quand on pense à ce que cela a coûté, il paraît que le baron y a englouti 50 millions. J'y suis allé une fois, il y a des années. C'était magnifique. Nous avions passé une soirée inoubliable. Une seule fois ? Pourquoi n'y êtes-vous jamais retourné ? Vous habitez presque en face. Ma foi, je ne sais pas. On se disait, tiens, un nouveau spectacle, ça a l'air vraiment bien. Et puis au dernier moment, on n'arrivait plus à se décider. Il faisait trop chaud ou trop froid, ou bien on avait un empêchement de dernière minute. On se promettait, on ira la semaine prochaine. Et quand on allait pour prendre les billets, la pièce était déjà retirée de l'affiche. Le théâtre faisait relâche. Ou bien il était en répétition pour le spectacle suivant. Alors on se disait, cette fois on ira. Mais on attendait de voir les premières critiques, et au bout du compte, nous n'y sommes allés qu'une seule fois en 30 ans. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'est surtout dommage pour le baron milliardaire. « Chef, venez voir, on dirait qu'il y a un puits là-dessous. » Le chef de chantier s'avance vers la pelleteuse qui vient de soulever une plaque de ciment, à l'emplacement du sous-sol du théâtre. Ouais, c'est bien un puits. Rien qu'à voir l'appareillage, ça ne date pas d'hier. C'est ce que vient confirmer un érudit du quartier, M. Armello, qui collectionne toutes les anecdotes concernant le 9e et le 18e arrondissement de Paris. Autrefois,
Je vous parle d'il y a 200 ans. Cet endroit était à la campagne. On y construisait des folies, c'est-à-dire des petites villas où les riches gentilshommes entretenaient de petites danseuses. Le puits doit dater de cette période, quand tout était rempli de jardins et de fleurs. Le responsable de la démolition écoute d'une oreille distraite. M. Armello continue, les yeux perdus dans son rêve du passé. Ici, d'après mes recherches, il y avait une maison à 2 étages avec des écuries. L'occupante des lieux se nommait Mademoiselle Dorine. Elle était comédienne et venait d'Italie. Elle passait plus de temps au lit que sur les planches, mais il semble qu'elle avait plus de talent pour la galanterie que pour la comédie. Un soir, Dorine, lassée par la jalousie d'un de ses amants, le chasse de chez elle avec fracas. Elle lui lance quelque chose dans le genre « Allez, disparaissez de ma vie, je suis lasse de vos querelles !» La légende raconte que l'homme, un prince grec, serait revenu au cœur de la nuit et se serait introduit discrètement dans le jardin. Il aurait versé dans le puits un élixir destiné à porter malheur. « Ah bon, monsieur Armello, vous croyez à ces sornettes ?» Toujours est-il que depuis ce jour, voilà mademoiselle Dorine qui perd sa chance. Bientôt ses riches amants se font rares, sa beauté se détériore, son visage est grêlé par la petite vérole et elle finit misérablement ses jours à Versailles, logée par charité dans les dépendances de l'hôtel particulier d'un de ses anciens amants. Est-ce à cause de cet ancien puits que le théâtre Pigalle et ses petites danseuses ont connu la malchance ? On peut encore se poser la question. Les habitants actuels sont-ils heureux ou malheureux ? Il faut en tout cas espérer que le fait d'avoir comblé le puits a interrompu la malédiction du jaloux.